I was always on the run, worried by what I'd become. C'est quoi l'écart d'âge idéal entre deux enfants ? Il y a cette idée que la famille parfaite se compose de 2 enfants avec 2 ans d'écart. J'avais fait un article sur mon blog, siouson.com, pour vous donner mon avis sur la question. Et c'est le sujet de l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Je suis allée à la rencontre de Marie, alias Marie Gourmandise, sur les réseaux sociaux. Elle a 2 petits garçons qui ont 13 mois d'écart à peine, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte juste après avoir accouché de son premier bébé. Ça lui a valu un tas de questions déplacées et ça nécessite aujourd'hui une organisation du tonnerre. On a parlé de ça. Et puis on a aussi parlé de ce job, qui remplissait toutes les conditions du job de rêve, mais qu'elle a fini par quitter, parce que oui, on peut encore avoir des ambitions perso en ayant des enfants aussi jeunes. On a aussi parlé de la solitude, qui accompagne parfois la maternité. Bref, plein de sujets passionnants sont abordés dans cet épisode, je crois qu'il mérite au moins 5 étoiles. Je compte sur vous, bonne écoute. Bonjour Marie, merci de m'accueillir chez toi. Salut Déborah. Alors, est-ce que tu peux te présenter, première question de base, que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent, qui es-tu et qui sont les membres de ta famille ? Alors donc moi je m'appelle Marie, voilà, ça c'est mon nom privé, et mon nom public c'est Marie Gourmandise. Et je suis la fiancée de Julien, aka le barbu, et je suis aussi maman de 2 petits garçons, Louis et Maxime. Alors moi je suis venue te voir parce que donc tu es quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux depuis un moment, donc j'ai un petit peu l'impression de te connaître, mais en fait entre ce que les réseaux sociaux montrent et la réalité il y a toujours un gap. Tu as 2 petits garçons qui sont en âge, enfin qui sont vraiment très très proches en âge. Et donc voilà, je voulais savoir déjà à quel moment tu as voulu être maman, qu'est-ce que ça représentait pour toi de devenir mère, vraiment le premier enfant, à quel moment tu t'es dit ok on y va. Ok, et ben en fait écoute, moi je suis restée célibataire quand même assez longtemps, suite à une rupture, amoureuse, j'avais mis du temps, et puis quand j'ai rencontré Jules, ça a été un giga coup de foudre, mais c'était vraiment je l'ai vu traverser la rue et je me suis fait meuf, ton célibat c'est fini. Donc voilà, donc j'ai eu un peu ce gros coup de foudre et j'avais jamais eu le désir de maternité avant de le rencontrer, vraiment. Par contre j'avais été bien claire avec lui que si on commençait à se voir etc, c'était pour quelque chose entre guillemets de sérieux parce que j'avais 33 ans et que forcément t'as quand même ta petite horloge perso qui fait tic tac tic tac. Donc voilà, mais sans me mettre de pression non plus, tu vois, donc voilà, et en fait, très très vite dans notre relation, ça faisait à peine 6 mois qu'on était ensemble, le projet de bébé est arrivé. Donc c'est un petit peu, avec le recul, je me dis, oh, quand même, rapide. Mais en même temps, à 33 ans, tu te dis, tu sais quoi, je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je veux plus. Et donc on a laissé la porte ouverte à ce moment-là en disant, ça prendra le temps que ça prendra, vite ou pas vite, au moins on se met pas de pression, quoi. Et donc ça a commencé plus ou moins à ce moment-là, et en fait 6 mois après on a fait un voyage à Bali, on a ramené notre petit balinet dans la valise. Donc tout a été assez vite en fait. Ça a été hyper vite, en plus il m'a demandé en fiançailles, ça faisait même pas presque 1 an qu'on était ensemble, donc ça allait faire 1 an, mais voilà, il m'a demandé en fiançailles à ce moment-là, et quelques semaines après je tombais enceinte, quoi. Et tout ça s'est fait en 1 an, et donc tu te dis ah ouais, c'était quand même super rapide. Et en même temps, maintenant, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et on est tellement heureux, tellement amoureux que... Ouais, tout vous semble normal et logique et pas du tout... Il n'y a plus de questionnement à ce niveau-là. C'est juste que c'était la bonne personne. Et je crois que c'est ça, ce désir de maternité. C'est vraiment que je voulais pas être maman. Dans ma tête, pour moi, être maman, c'est aussi en duo. Tu vois, je le fais parce que j'ai trouvé le bon équipier. Parce qu'on dit toujours qu'on est une super équipe avec Jules. Et je crois que j'ai vraiment eu envie de devenir maman le jour où je l'ai rencontré, parce qu'il m'a donné cette confiance en moi, quoi, que je n'avais pas avant. Donc première grossesse, comment est-ce que tu te sens ? Voilà, ça te tombe vite dessus, c'est voulu mais c'est rapide. Ouais. Qu'est-ce qui te passe par la tête ? Alors la grossesse, alors moi je suis pas du tout comme toutes ces meufs qui font ah mon corps change, c'est trop chouette et tout. Ah non, moi franchement la grossesse ça a été un truc, mais j'étais grosse, j'avais des problèmes de rétention, je pouvais rien manger, je devais rester pas alitée à 100%, mais je devais bouger le moins possible. Ah, ça a été pénible. Franchement, je le dis toujours, j'essaie de parler à Louis en disant c'est pas comme toi, mais franchement, ça me saoule. Oui, c'est ça, tout de suite, lui faire savoir que franchement...
avoir un enfant c'est super, mais tout ce qu'il y a autour n'est pas forcément magnifique. Et la grossesse, en fait, ouais, moi, c'est vraiment le côté... En fait, j'ai eu mal pendant 9 mois, tu vois, j'étais pas bien dans mes baskets, ce que je n'ai pas du tout eu avec Maxime. Mais avec Louis, alors est-ce que c'était la découverte? Est-ce que... je sais pas, mais en tout cas, la grossesse, ça n'a pas été mon délire. Plus que ça, je crois que j'ai pris en plus 30 kilos. Enfin bref, j'étais une baleine. Et t'as été arrêtée, t'as été alitée. Hein. Ouais, j'étais au repos, c'est-à-dire que je pouvais quand même sortir de la maison, je pouvais... mais par petites doses, parce que dès que je prenais la voiture, même pour aller faire une course, j'étais crevée après, muertée. Et donc, et puis j'avais des contractions, etc. Donc ouais, à un moment, on m'a dit, écoute, maintenant tu restes tranquille. Et comme j'avais un métier qui était assez dynamique, parce que je travaillais dans le médical, j'étais représentante pharmaceutique. Donc en fait, je passais ma vie en voiture, à aller chez des médecins à gauche, à droite, dans les hôpitaux, attendre. Enfin, donc c'était un métier où on m'a dit, bon écoute, t'es gentil, maintenant tu restes chez toi. Et comme tu vois, je suis quelqu'un d'assez dynamique de base, donc de ne rien faire pendant quelques mois... C'est dur, hein. Ouais, ça m'a un peu... En fait, voilà, j'ai eu beaucoup de frustration avec cette grossesse. Et même si c'était hyper chouette, parce que j'attendais un enfant, et que c'était... Le côté avoir mon enfant, c'était chouette, mais je préférais qu'on soit déjà 9 mois plus tard, quoi, tu vois. Et justement, 9 mois plus tard, il arrive. Comment Ouais. ça se passe les premières semaines, déjà ton accouchement, et puis les premières semaines, Ouais. les premiers mois? Alors l'accouchement, bah, c'est un peu trauma. Parce que mon accouchement, c'est pas du tout bien passé. En fait, j'ai percé la poche, et donc on a dû aller 2 semaines en avance à l'hôpital. Donc bon, ça, c'est pas trop grave, sauf que bah, j'étais pas du tout prête pour que le petit vienne. Donc j'ai eu quand même plus de 20 heures de travail. Donc ça, c'était un peu fatigant. Et puis surtout, en fait, je souffre d'une forme d'endométriose et qui fait que mon placenta avec mon utérus ont fusionné. Et que quand on a dû enlever le placenta, il y a une partie de mon utérus qui est partie. Donc je suis partie en hémorragie, on le savait pas. Donc en fait, Jules a dû sortir avec le bébé. J'ai dû être transfusée. Après, j'ai eu des problèmes dès que je me levais, je tombais dans les pommes. Enfin voilà. Donc en fait, les premières semaines de je suis maman, c'était genre, c'est quoi cette misère? Je suis crevée. Oui, en fait, finalement, t'étais libérée de ta grossesse, mais t'avais d'autres trucs après Ouais, qui sont tombés dessus. Et c'était médical et c'était c'était assez difficile. Et puis voilà, c'était un peu traumatisant parce qu'après, il y a quand même le médecin qui vient vers toi en disant écoute, on a quand même eu très peur que tu y passes, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est pas l'accouchement, c'est le moment, tu vois, où je vois mon fils qui sort, donc ça, c'est chouette, mais après, j'ai plus puisque je suis tombée dans les pommes, donc j'ai pas pu l'avoir sur moi, etc. Donc ça, c'était un peu. Voilà, c'était pas le plus fun. C'est pas ce que t'imagines, en tout cas. Mais voilà, c'est pas ce que j'imagine, et en même temps, voilà, c'est pas ce que je retiens, tu vois. Donc. Mais après, voilà, le retour à la maison avec... quand tu t'arrives avec ton maxico, tu fermes la porte et tu fais qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je m'occupe de lui, de moi, de nous, de... Qu'est-ce que... Bon, ok, on est 3. Et voilà. Et en gros, c'est là où... En fait, c'est quand tu claques la porte de chez toi et tu dis ok, maintenant on est parents. Et donc... mais ça se passe bien. Globalement, ça se passe bien parce qu'avec Jules, justement, on est très proches, très liés. Et dès qu'il y a une frustration, dès qu'il y a une crainte ou une question, on est beaucoup dans le dialogue. Et donc, même avec nos enfants, hein, on est comme ça, où je leur dis souvent, ben voilà, écoutez, je sais pas, j'en sais rien, on va trouver une solution ensemble, ou c'est pas contre vous, mais voilà, donc on a essayé de se dépatouiller comme ça, en tout cas, les premières semaines. C'est rigolo parce que là, tu disais, voilà, le médecin qui vient te voir à l'hôpital pour te dire t'as failli passer, Ouais. la grossesse qui est pas exactement ce que t'avais imaginé, et pourtant Ouais. t'as remis ça très vite. Bah ouais, alors ouais. Mais parce que donc, moi je viens d'une famille, en fait on était 2. Donc j'ai une grande sœur qui a 9 ans de plus que moi. Mais après ça, j'ai eu des parents qui se sont séparés, puis qui se sont remariés, qui ont eu des... Donc j'ai eu plein de frères et sœurs toujours un peu dans le champ de vision. Et clairement, moi, de ne pas avoir de frères ou de sœurs proches en mon âge, je pense que ça a un petit peu joué aussi sur le fait que je voulais des enfants rapprochés. Et puis surtout, comme je disais, en fait, moi, j'ai eu Louis, j'allais avoir 34 ans. J'avais pas envie d'attendre de nouveau 2 ans, plus 9 mois de grossesse, donc ça veut dire 37, 38 ans. Je suis non, écoute, moi en fait, je voulais des enfants assez rapprochés, comme ça. C'était fait. C'était fait. Bah ouais, c'est ça. Ouais, Surtout ouais. avec la grossesse que j'avais eue, je me dis, ok, c'est quoi, tant que j'y suis, j'y reste, et puis voilà, et puis ça me prendra 3-4 ans. Mais pas, tu vois, prendre ton enfant qui prend toute son autonomie, et puis bouf, tout recommencer et tout.
Là, maintenant, je le vois avec les deux, je me fais, s'il y en a un troisième qui arrive, rock'n'roll, hein, je fais, oh non, on va un peu se reposer, quoi. Mais donc, ouais, et en fait, on a laissé faire la nature, en se disant, oh, ça va, ça a pris quelques mois pour le premier, ça prendra quelques mois pour le deuxième. Eh bien non. Ils ont 13 mois d'écart, c'est ça? Ils ont 13 mois d'écart. Ouais, tout pile. En fait, Louis a eu 3 ans il y a 2 semaines, et 3 semaines, et Maxime aura 2 ans la semaine prochaine. Et donc là, ok, tu voulais des enfants rapprochés, Ouais. mais on ne s'attend jamais à ce que ça soit aussi rapproché, Non, je suppose. Aussi rapproché. Et donc ouais. du coup, voilà, test de grossesse positive, tu te dis quoi? Alors bah déjà en fait c'était drôle parce que c'était pour le test, genre tu vas chez la visite post-accouchement chez ton gynéco et tout. Et là je fais oh non j'ai pas encore eu mes règles et tout, je pige pas. T'as mon gynéco, il est super drôle mon gynéco, hein, il est juste génial. Et donc t'as Ruby qui fait bon écoute, bah les gars, on va quand même faire un petit test. Et je fais le test et puis il pose, il fait non ça va, ça a l'air d'être négatif et tout. Et puis à la fin il fait attends, il veut jeter le test et puis il fait Marie. Je fais oui quoi, moi j'étais pas ça. Ouais, Oui, c'est ça. Il fait t'es assise? Je fais oui. Il fait bon bah t'es enceinte. Je fais quoi? Ouais, et là tu t'y attends pas en fait. Bah là tu t'y attends pas du tout. Enfin, une partie de moi s'en doutait parce que je me dis là c'est quand même un peu étrange que j'ai toujours pas mes emmerdes. Et puis il y avait une autre partie où je me disais bon ouais, c'est pas possible, pas aussi vite quoi, tu vois 13 mois. Mais justement, c'est quoi le truc, le retour de couche? Alors je sais que quand t'allaites, tu ne sais pas tomber enceinte, enfin je pense. Je pense qu'il y a un truc qui bloque un peu, qui Ouais, fait je que crois que c'est ça un empêche. peu les hormones, mais en même temps, c'est un peu un piège. En fait, si j'ai bien pigé le hasard, si j'ai bien pigé, tu peux tomber enceinte. Peu importe que t'allaites pas, que ceci, que cela. Tu vois, mécaniquement, en fait, c'est la période où t'es le plus fertile. Voilà, et c'est pour ça que souvent on dit, quand il y a des parents ou des mamans malheureusement qui perdent leurs enfants, parfois il faut vite se remettre en route parce que c'est là où t'es le plus fertile et voilà, même Ouais. si c'est dur, etc. Mais Non, bien sûr. voilà, donc j'ai appris que c'était là le moment où t'étais le plus fertile. Et ton enfant est tout petit, le premier, tu découvres à peine finalement ce que c'est d'être mère, et Ouais. en même temps tu revis une grossesse. Alors comment se passe cette grossesse-là? Mieux? Ouais, bah en fait, celle-là, je la vois pas passer. Forcément, je suis avec un bébé de 4 mois sous les bras. On sait toute l'importance et toute la place que prend un jeune enfant, enfin un jeune bébé, quoi. Donc, j'ai pas trop vu passer, mais globalement, alors est-ce que c'est parce que j'étais déjà prête? Est-ce que j'avais déjà vécu ça? Est-ce que mon corps était encore. Je dis toujours que la place était déjà faite, tu vois, donc elle était encore chaude, quoi. Hein, la petite maison, elle était encore bien. Bien aménagé et tout, il a plus qu'à se mettre hop en là. place. Donc, voilà, donc ça c'est, je l'ai vécu beaucoup plus facilement, j'ai eu beaucoup moins de stress aussi, j'ai pris moins de poids, bon, j'en ai toujours pris 20, hein, mais c'était 10 de moins que le premier. Ouais, je me suis pas privée pendant mes grossesses. Je me disais pas, oh non, surtout pas, attention. Non, j'ai vécu bien. Fallait quand même que je fasse un truc, tu vois, donc je pouvais au moins Oui, c'est manger. ça, au moins tu pouvais manger. Donc là, ils ont 2 et 3 ans. Ouais. Oui, c'est ça, 2 et 3 ans. Donc tu as un peu de recul maintenant sur Ouais. la chose. Ouais. Comment c'est d'avoir des enfants qui sont aussi proches en âge? Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance parfois à les mettre un peu dans le même sac, parce qu'on se dit, ouais, c'est la même génération, quoi. Ouais. Ils sont l'un derrière l'autre, c'est pas des jumeaux, mais c'est presque tout comme. Ouais, en fait, c'est compliqué parce que y a ce côté où, pour les yeux de la société, tu as 2 enfants avec 1 an d'écart, donc c'est pas aussi compliqué que des jumeaux. Parce qu'on sait que quand t'as des jumeaux, t'es très entouré, c'est genre, ouais, c'est dur quand même, les jumeaux et tout. Mais en fait, 13 mois d'écart, c'est exactement la même chose que des jumeaux. Donc, sauf que t'en as un qui est genre un tout petit peu en avance, mais en même temps pas du tout autonome non plus. Donc en fait, moi j'étais avec 2 bébés, en plus ils font même poids, même taille tous les deux. Donc il y en a un qui est assez petit et mince, et l'autre qui est grand et costaud. Donc même poids, même taille, même fringue, enfin, donc c'est vrai que c'est difficile et en même temps aucune aide parce que bah non, ça va, c'est 2 enfants, ils grandissent, tu vois, donc pas besoin d'aide, donc moins entouré je trouve que par la famille. Et voilà, et donc du coup, pendant longtemps on les a associés, on a fait le même rythme, etc. parce que c'était plus facile. Et maintenant que Louis il est rentré à l'école, qu'il a 3 ans et que Maxime a 2 ans, on commence à avoir cette différence dans le développement, que ce soit la parole, l'autonomie, etc. Mais globalement, moi je les considère, je les mets un peu dans le même sac et on a un peu toujours le même rythme, tu vois. Donc par exemple, je dis jamais grand frère, petit frère, mais je dis ton frère.
Voilà, je sais pas, j'aime pas trop marquer cette supériorité ou cette infériorité. Donc c'est toujours tout le monde sur le même pied d'égalité. Avec ta sœur, tu disais que tu as 9 ans de différence, Ouais. c'est ça? Est-ce que, voilà, maintenant que tu as un petit peu de recul effectivement sur la famille que toi tu as Ouais. créée et la famille que tu as eue, est-ce que tu te rends compte justement que les 9 ans de différence que tu as eu avec ta sœur t'ont peut-être ennuyé, enfin voilà, qu'en grandissant, effectivement, tu disais que tu avais envie d'avoir quelqu'un de proche de toi, est-ce que du coup, tu vois, tu reportes un peu ça sur tes enfants, tu dis, ah, t'espères tellement qu'ils s'entendent bien? Ouais, ça oui, ça j'ai vraiment, j'espère de tout mon cœur qu'ils soient complices, vraiment, parce que moi, bon, ma grande sœur, on a 9 ans d'écart. Donc, clairement, jusqu'avant d'avoir mes enfants, on n'était pas très proches, tu vois. Enfin, si, c'était ma sœur, on s'aimait très fort, etc. Mais il n'y avait pas cette complicité qu'on a pu créer quand je suis devenue maman, parce que, en fait, on se comprenait sur un sujet, tu vois. Et que, en fait, avant, moi, j'ai grandi un peu comme une petite fille unique, parce que j'avais personne pour jouer avec moi. Le truc le plus triste, c'est que je faisais des parties, par exemple, de Monopoly, de moi contre moi, tu vois. Oh. Ouais, c'est un peu triste, mais en même temps, c'est drôle, tu vois, parce que je me dis, en fait, j'étais vachement créative que pour faire ce genre de choses. Oui, et puis c'est tout ça qui fait que tu deviens ce que tu es aussi. Voilà, tu vois, et donc, du coup, j'espère vraiment que mes enfants soient complices, et je crois que je les pousse un peu à ça aussi. En espérant que ça se fasse, mais quand je les vois ensemble, je crois que ça se fera, tu vois. Mais c'est un peu aussi dans la personnalité et je pense dans l'éducation qu'on va leur donner. Voilà, je sais pas. En fait, c'est une question que je sais pas répondre, mais ouais, voilà. Mais c'est intéressant quoi, de se dire, voilà, tu les pousses à être complices, c'est dans quoi? Tu les encourages vraiment à participer, à jouer ensemble, à essayer de comprendre que l'un comprenne l'autre, même si Ouais, y en a un qui est c'est petit. plus. En fait, c'est la bienveillance que j'essaie de leur inculquer, c'est vraiment qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Voilà, donc que ce soit dans le partage, que ce soit dans le jeu, que ce soit. C'est toujours veiller à ce que le frère, peu importe lequel, le petit ou le grand, se sente bien. Par exemple, je sais que Maxou, dès qu'il y a son frère qui est triste, il court dans toute la maison, il cherche le doudou et il va apporter le doudou à son frère. Et ça, je trouve ça super mignon. Et Louis, lui, par exemple, quand Maxime vient le chercher à l'école, il le prend par la main, il fait attention Maxime, parce que les grands, ils jouent avec le ballon, tu vois. Donc, voilà, de faire Prendre attention. soin l'un de l'autre, quoi. Prendre soin l'un de l'autre. Je crois que ça, c'est vraiment le... Et puis la complicité dans les jeux, etc., ça viendra, tu vois. Ça, de toute façon, je pense que ça viendra. Tu me disais là au début que, évidemment, tu avais voulu devenir mère quand tu avais rencontré ton homme. Ouais. Comment vous fonctionnez du coup avec les enfants? À quel point le papa a un rôle à jouer dans la famille? Ah ouais, non, mais alors ça, moi, pour le coup, je suis hyper féministe. Non. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu que Jules s'implique et il y a des choses que je ne fais pas. Par exemple, c'est lui qui fait le bain le soir, tu vois. Donc il y a ce rôle-là. Donc pendant lui donne le bain aux enfants, moi je fais à manger. C'est lui qui leur donne à manger le soir. Enfin voilà, donc en fait il y a vraiment cette implication dans l'organisation. Parce que je pense qu'au début, quand t'es parent, oui, t'as des moments de jeu, etc. Mais quand ils sont bébés, tu peux pas non plus faire une partie de puissance 4 avec eux, tu vois. Donc le lien se crée dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et je voulais pas être la maman qui prenne tout en charge, déjà parce que j'ai un travail et que je travaille autant que lui. Et donc voilà, donc on fonctionne, on a chacun nos préférences dans l'organisation, je crois, de tous les jours. Voilà. C'est un peu spontané, quoi. Ouais, c'est un peu... mais il y a des codes, tu vois. Je sais que moi, je suis plus du matin, donc je descends le matin faire le petit déj avec les enfants, puis remonter avec le plateau pour le café de papa. Lui, il va les habiller, parce que moi, ça me saoule et que j'ai aucune patience, parce que... Voilà, par contre, moi, je vais leur apprendre l'autonomie, justement, parce que je suis pas patiente. Donc, tu vois, on a chacun le truc. Mais en tout cas, pour toi, donc quand tu l'as vu, tu as voulu devenir être maman, et là, aujourd'hui, maintenant que tu es maman, tu te dis que tu ne pourrais pas le faire sans lui. Alors, je pourrais. Oui, tu pourrais. On peut tous s'en sortir seul, on est d'accord. Je pourrais, mais tu vois, mais, dans le fonctionnement familial, il a vraiment un rôle hyper présent. Ouais, et en plus, on a deux personnalités tellement différentes, lui et moi, que déjà, c'est pour ça qu'on s'équilibre très fort dans notre couple, et je pense qu'en tant que parent, on s'équilibre aussi énormément. Donc moi, je suis plutôt la créativité, l'impulsivité, l'énergie, et lui, ça va être le côté plus réfléchi, plus serein, plus
j'observe et puis j'agis, etc. Donc tu vois, on a deux mécanismes. Et les enfants, du coup, qui sont en âge rapproché, tu disais que niveau physique, il y en avait un qui était, enfin, qu'ils n'avaient pas forcément le même physique. Ouais. Est-ce que niveau caractère? Ah ouais, non. Bon, alors, il y a des marqueurs hein, quand même assez, assez visibles. Niveau de l'impatience, mais bon, ça peut être aussi dû à leur âge, mais voilà, ça, je pense que c'est plutôt mon côté. Mais ils ont deux caractères. Ouais, tu vois, ils sont tous les deux sensibles, mais ils l'expriment d'une différente manière. Tu vois, Louis, il est plus. On a eu beaucoup de mal au début avec lui à se comprendre parce que il était très frustré, il n'arrivait pas à communiquer, alors il faisait beaucoup de colère, il exprimait tout, alors que Maxime, lui, il était très taiseux, il gardait tout pour lui, enfin voilà, donc c'était deux manières de s'exprimer assez différentes à ce niveau-là. On dit toujours, enfin c'est pas qu'on dit, c'est qu'on sait, je sais à quel point trouver du temps pour soi quand on a un enfant en bas âge et même quand on a un enfant tout court d'ailleurs c'est chaud. Ouais. Comment on fait du coup quand il y en a deux? Ah bah comment on fait quand il y en a deux et qu'en plus on a vécu un confinement de 1 an Et qu'ils sont petits en fait, donc et ça fait qu'ils quand sont même petits parce la que- moitié de la vie de ton... de Maxime quoi. Maxou, en fait, en gros, lui, il a presque pas connu Enfin, il connaît presque pas ses grands-parents parce qu'il avait moins d'1 an quand le confinement a commencé. C'est quoi ton truc de survie du coup? Mon truc de survie, je crois que c'est de prendre. C'est un mojo que m'a dit Julien pendant. Donc, Jules, il me l'a répété, répété, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois. Voilà. Pas commencer à tirer des plans sous la comète, pas commencer à prévoir des trucs, on prend la journée, on fait qu'elle se passe bien et qu'on se sente bien, et puis on verra demain. Tant pis. Ouais, parce qu'en fait sinon t'es vite noyé, en fait t'es vite débordé, angoissé. Ouais, voilà. Parce que franchement, moi, si on m'avait dit il y a 1 an, écoute meuf, tu vas te retrouver avec un enfant de 2 ans et 3 ans à la maison, alors que tu viens de lancer ton métier d'indépendante avec ton mari. Non mais franchement, je crois que je sais pas, je serais partie, je crois, enfin, tu vois, mais... Je prends un avion pour le Mexique d'abord, Ouais, voilà. vous débrouillez. Alors, moi de l'alcool, je sais pas, quelque chose. Alors justement, on y vient, parce que ça aussi, ça m'intéresse dans ton parcours. Tu as fait un pas que certaines femmes vont peut-être s'empêcher de faire justement en devenant mère. Ouais. C'est-à-dire que tu as quitté un job installé, où tu étais salariée. J'étais salariée, j'étais hyper bien payée en plus. Enfin, genre, j'avais la golden life, quoi. Hein. J'avais la DKV, j'avais la voiture, la carte essence. J'avais tout pour être heureuse. Le rêve. Sauf que j'étais hyper malheureuse parce que je détestais mon job, que c'était un job qui correspondait bien à quand j'avais la vingtaine et que je pouvais sortir voir mes copines, je pouvais faire mes horaires, enfin, c'était génial, mais il me manquait ce côté hyper créatif que j'ai avec mon blog. Alors, pour ceux qui nous écoutent, tout le monde ne te connaît pas. Ah oui, donc, du pardon. coup, le blog, c'est Marie Gourmandise. C'est Marie Gourmandise. Donc, en gros, mariegourmandise.com, c'est un site de cuisine que j'ai lancé il y a 5 ans. C'est une histoire vraiment surréaliste hein, quand j'y repense à chaque fois, parce que je m'étais pété l'épaule et j'avais commencé sur cette petite appli qui s'appelle Instagram, qui n'était pas très connue à poster des photos de mes repas. Et en fait, de fil en aiguille, ça a pris des proportions complètement géantes. Donc, j'ai un éditeur qui m'a approché pour publier un premier livre, etc. Et à ce moment-là, en fait, c'était le premier Y, tu vois. Donc, soit je suivais Marie Gourmandise, soit je continuais ma vie professionnelle classique. Et je me sentais pas encore prête. Donc, j'ai fait non, je vais continuer la sécurité. Je savais que je voulais devenir maman un jour. Donc, je me suis dit, bon, hein, on va pas non plus tout risquer. On connaît la Belgique. Hop, choisissons la sécurité. Et puis, quand je suis tombée enceinte, pendant 2 ans, comme je suis tombée enceinte coup sur coup, j'ai eu le congé de maternité où j'ai dû être alitée, puis j'ai eu mon congé de maternité, mon congé parental, puis je suis retombée enceinte, blablabla. Tous des trucs qui sont quand même liés à la vie de salarié et qui sont quand même des chouettes avantages dans notre pays, quoi. Voilà. Ça, il faut quand même le dire. Ça, c'est quand même, pendant 2 ans, en fait, en gros, moi j'ai touché mon salaire alors que je ne travaillais pas. Et ça, je dis voilà, c'est pour ça que je suis très contente de payer mes impôts, de payer tout ce qu'il faut payer maintenant, parce que quand moi j'en avais besoin, ça m'a aidé aussi, tu vois. Donc, je trouve que voilà, donc pendant 2 ans, j'ai pu bien bien m'occuper de mes enfants, etc. Et puis est venue la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que je veux retourner dans mon boulot où je suis triste et que je m'ennuie
comme un remords alors que je suis super bien payée, ou est-ce que le financier n'est pas secondaire et que je préfère être épanouie dans ma vie. Et en fait, j'ai pris ce pli-là. Et bon, après, je suis pas non plus tarée. Hein. Je me suis dit, je me laisse 1 an. Et si cette année, j'arrive à vivre de ce métier, je continue. Et si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Je trouverai un mi-temps et je pourrai continuer mon côté créatif. Et puis voilà, on verra. En tout cas, il y a une décision qui était nécessaire à ce moment-là de ta vie où tu t'es dit c'est plus possible. Ouais, il y avait une décision clairement nécessaire. Et puis, le laboratoire, ça s'était pas du tout bien passé. Ils acceptaient pas du tout la maternité, etc. Le fait de devenir maman. Enfin, c'était très compliqué à gérer avec ce travail-là. Et donc voilà. Et donc j'ai franchi le cap, évidemment, avec Julien qui me soutenait toujours. Parce que c'était une décision aussi en se disant, bon ben. Voilà, est-ce que tu es prêt à nous aider si pendant 1 an, il faut un peu plus assumer, etc., financièrement. Il m'a dit, mais go, pourquoi t'as déjà attendu aussi longtemps? Je lui ai dit, ok, d'accord. Et voilà. Est-ce que le fait d'être devenue maman, ça a été, bon, j'imagine un questionnement, parce que tu te sens responsable, tu te dis que tu dois assurer derrière, financièrement, et puis m'assurer tout court, en fait, aussi, en tant que toi, en tant que femme, t'as envie que tes enfants soient fiers de toi, enfin, c'est un tas de questionnements. Est-ce que le fait d'être mère, ça t'a porté, ça t'a stressé, ça t'a ralenti, ça t'a... Alors, non, justement, ça m'a donné beaucoup de courage, parce que je me suis dit, c'est maintenant ou c'est jamais, tu vois, parce qu'après, il y a les enfants qui grandissent, il faut s'en occuper, c'est ceci, c'est là, en fait, et tu te réveilles un matin, t'as 50 ans, et tu te dis, ok, donc mes enfants partent de la maison, maintenant j'ai du temps. Ouais, mais maintenant c'est trop tard, tu vois. Donc je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc pour ça, j'ai eu un peu de courage en me disant, bon voilà. Et puis ça me permettait aussi de pouvoir adapter mon planning avec les enfants. On a vu ce qui s'est passé en confinement. Je crois que le mot flexibilité, c'est devenu mon deuxième prénom. étendard, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu vois, je me dis, bon ben voilà, maintenant au moins je sais que la semaine prochaine toutes les écoles sont fermées. Ben, j'ai 2 jours, hier et aujourd'hui, où j'ai travaillé comme une tarée, mais après j'ai 3 semaines où je suis entre guillemets en vacances, tu vois. Parce que voilà, j'ai cette flexibilité-là. Et ça, franchement, je trouve ça super cool. Ouais, parce que quand bien même tu dois faire un truc en dernière minute ou un truc que t'as pas fini, tu peux le faire le soir quand il dort, voilà, mais c'est toujours possible, quoi. Voilà, et comme Jules aussi, de nouveau, super team, tu vois, je sais que parfois je dois absolument cuisiner, shooter un truc, il dit ok, c'est bon, je m'occupe des enfants, t'inquiète. Enfin voilà, ou alors j'en profite pour faire ce plat-là pour toute la famille, et bon, ben voilà, vous mangerez des betteraves à midi, c'est comme ça les enfants. Mais donc ouais, pour ça, ils m'ont donné quand même une belle impulsion, ouais. Et là, ça fait 1 an. Et là, ça fait 1 an. Et ouais. Du coup, ça se passe super bien. Du coup, j'arrête, je reprends ma voiture, mon droit salaire et... Non, pas du tout, justement, ça se passe super bien, je suis super heureuse, parfois un peu frustrée, parce que c'est vrai que il y a ce côté, tu vois, t'es sur Insta, et puis tu vois les gens qui font des projets de ouf et tout, et puis toi, tu voudrais aussi lancer tes projets de ouf, mais t'as 2 enfants, tu vois, et voilà, et tu manques de temps, et en même temps, tu peux juste recevoir une médaille parce que t'accumules 2 jobs, en fait. Tu vois, ton job d'indépendante et ton job de maman. Et voilà, et moi je dis toujours, quand à 17h, j'enlève ma casquette de mari gourmandiste, t'as quand même celle de maman qui prend le relais, et tu passes des journées de ouf, en fait. Il y a quand même un risque quand t'es indépendante que ça se marche toujours dessus, que ta vie de famille soit toujours un peu bouffée par ton travail, parce que ton studio est chez toi, donc forcément il y a ta tentation. En fait, j'ai fait ce studio parce qu'avant je bossais un peu partout dans la maison et tout, et puis je me suis dit, non, tu te canalises maintenant, ok, t'as une pièce. Et moi, en fait, le soir et le week-end, quand je ferme le studio, bon ok, je dois juste aller à la buanderie là, mais quand je ferme le studio, c'est fini. Ouais. Donc je prends pas mon ordi dans le salon pour travailler, je prends pas... c'est voilà, quand je veux venir travailler, je viens ici, et quand je sors, je cuisine aussi. Mais bon, bref, on a compris t'as besoin d'une pièce à toi, Tu vois, donc c'est vraiment genre... Et pour ça, en fait, j'ai toujours mon cerveau qui a fonctionné... je peux être super rock'n'roll dans plein de trucs, mais par contre, niveau organisation et structure, je suis super structurée. Et donc, il y a... quand c'est l'heure de travailler, c'est le travail. Quand c'est l'heure d'être maman, c'est la maman. Et je vais pas commencer à penser à mes recettes alors que je m'occupe des enfants et des... Non, voilà, c'est... T'arrives à... Ouais, j'arrive vraiment... Et je crois que c'est ça qui me maintient aussi... qui me maintient. Ça aide mon énergie, je crois. Ouais. Mon dynamisme. Bon, Marie Gourmandise, c'est évidemment des recettes. Bon, forcément, la question c'est, mais que mangent tes enfants? Est-ce que tes enfants mangent, par exemple, mieux que le mien? Tu vois, qui galère grave pour les faire manger un truc vert. Là, c'est l'obsession du vert. Écoute, je crois que je suis comme toutes les mamans du monde. J'essaye de faire de mon mieux.
Et puis, j'avais aussi beaucoup de principes. Et puis, en fait, je suis devenue maman. Et voilà. Et on fait bien comme on peut. Et on fait bien comme on peut. Tu vois, donc moi, j'ai été la maman qui a donné... je sais que ça a choqué beaucoup de monde, mais je donnais des petits pots à mes enfants. Parce que, de nouveau, ils avaient 13 mois d'écart. Et que j'étais avec les biberons de lin, avec 8 biberons par jour, que je devais donner, commencer à faire les purées, les machins, les trucs. Alors même si j'arrivais à faire du batch cooking, à préparer des trucs, etc., il y avait parfois, tu rentrais de la crèche avec tes 2 enfants, tu devais prendre le bain. Ils sont affamés. T'en peux plus, tu sais quoi, tu prends un petit pot de sauce bolo, pâtes, hop, allez, parce que tu sais que ça, ils vont bien le manger. Et voilà, Mais du coup, toi étant évidemment très intéressée par tout ce qui est nourriture, est-ce que tu faisais du coup attention aux petits pots que tu choisissais? Enfin, tu vois, contrôle des étiquettes. J'ai jamais regardé les étiquettes. Non, j'ai jamais. Après, je prenais du bio de base, voilà. Donc je partais, j'allais dans les magasins bio, puis t'avais des petites marques aussi. Je pense il y avait Ready to Grow et il y en avait un autre, c'était Cutie Pie. Et c'était des petits plats frais que tu pouvais faire livrer chez toi, etc. Et ça, je savais de base que c'était pas des trucs non plus horrible, tu vois, c'est bien, tu vois, donc bon, après, mangeais pas des petits pots tous les jours et 4 fois par jour, hein, mais... Non, mais est-ce que t'as culpabilisé? Parce que tu dis que les gens sont venus, donc tu es quand même suivi sur les réseaux sociaux, donc les gens viennent te donner leurs avis non forcément sollicités. Est-ce que je l'ai montré sur les réseaux? Ouais, je crois que j'ai montré que je donnais des petits pots parce que je voulais justement décomplexer les gens par rapport à ça en disant, les gars... on n'est pas des Wonder Woman, tu vois, je veux dire, on a tous le droit, même nous, hein, tu vois, moi j'adore manger une pizza Dr. Woodker ou une lasagne du Deleuze, tu vois. Bien McDo de temps en temps. Ouais, tu vois, un truc horrible, mais c'est pas grave, tu vois, ça c'est pas grave. Il faut arrêter de dire que c'est des trucs incommensurables, c'est juste un petit pot ou c'est juste une pizza, quoi, tu vois. Donc je l'avais montré sur les réseaux sociaux, et oui, et je me suis pris des remarques, et au départ, j'étais très affectée, et maintenant, avec le recul, en fait, j'envoie juste un gros fuck aux gens. Ouais, parce que forcément, l'exposition sur les réseaux... Ah ouais, je ne m'offusque pas, tu sais, je pense que personne ne va s'offusquer. Parce je pense franchement qu'il y a énormément de gens qui pensent comme ça, c'est qu'à un moment, il faut arrêter, c'est très dur de s'échapper de cette pression, mais à un moment, il faut arrêter, ces gens ne vivent pas avec toi, donc en fait, tu fais bien comme tu veux. Ben, c'est ça, non, et puis je pense que c'est vraiment ta survie mentale, tu vois, au bout d'un moment, c'est... Soit je suis ok et je suis de bonne humeur et je donne un petit pot, soit je suis en tchoul en train de donner à manger à mon enfant parce que en fait je dois encore peler des pommes de terre, faire les carottes, t'as les enfants qui crient et en fait il faut faire le bain et non, tu sais quoi, en fait moi je me suis détachée de tout ça en me disant fais bien comme tu veux, tu vois, sois heureuse, sois bien dans tes baskets et en fait je suis partie souvent et je pars encore souvent de ce postulat là, c'est que si moi je suis bien, mes enfants seront bien. Voilà, c'est tout. Et qu'on n'est pas là pour sauver des vies pour l'instant non plus. Donc, En termes de commentaires que tu reçois sur les réseaux sociaux, même moi, avant de se parler pour ce podcast, on s'est appelé et j'étais vite, on a vite débriefé ta vie familiale ensemble. Et alors je t'ai dit, tiens, je me souviens que tu avais abordé ce sujet des enfants rapprochés. Est-ce que c'était voulu? Je t'ai posé la question parce que je sais que c'est des questions qui se sont posées à l'époque. Les gens venaient te dire, ouais, mais quoi? Attends, c'est un choix. Les gens sont très sur les réseaux sociaux. Moi je trouve qu'il y a un côté très voyeurisme et qui me dérange pas du tout, hein, parce que je veux dire j'expose ma vie aussi, j'expose ce que j'ai, une partie de ta vie, ce que j'ai envie d'exposer parce que il y a toute une vie privée que je montre pas et qui n'appartient qu'à moi, donc il y a un certain voyeurisme et je sais que tu sais parfois il y a des petites boîtes à questions comme ça sur Insta où tu dis allez-y, posez-moi des questions. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, enfin pas toutes s'il vous plaît, gardez certains commentaires pour vous, et en fait c'est là où tu vois que le côté genre un peu caché, c'est-à-dire que les gens peuvent se lâcher de se poser la question qu'ils veulent, de toute façon ce sera masqué, il n'y aura pas leur nom, il n'y a pas le nom, de base j'ai une communauté vraiment bienveillante, hein, je tiens à le dire, de temps en temps je pète un câble mais c'est juste pour un poulet qui s'est égaré, je sais pas, qu'est-ce que tu fais là toi, pourquoi tu viens, voilà. Mais c'est 1 sur 26 000, tu vois, donc c'est pas... Globalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, au début, avec Maxime, on me disait souvent, c'est un accident. Et tu vois, non, en fait, c'est pas... Arrêtez de dire que mon enfant est un accident. Non, ce n'est pas... C'était voulu.
peut-être pas aussi vite et peut-être pas comme ça, mais c'était pas un Oui, à un moment, t'as embrassé ce que la vie a mis sur ton chemin et c'est ton choix et c'est très bien. Quoi. Et puis après, j'ai envie de te dire que je sais comment on fait un enfant, tu vois, donc... Tu connaissais les risques. Je connaissais les risques, donc c'est pas... Voilà, et je trouvais que ce mot, ouais, c'est un accident. Je suis punaise, tu colles cette étiquette-là sur le dos d'un enfant, c'est super dur, quoi, tu vois, donc... Et voilà, et c'est vrai que c'était un peu brutal, et c'est très certainement ce que les gens pensent, tu vois, en nous voyant, et alors que pas du tout, tu vois, je veux dire, c'est même pas... L'idée a même pas été évoquée de ne pas garder Maxime ou quoi que ce soit, c'était... Non, c'est bon, voilà, on y va, quoi. Donc voilà, donc ouais, l'indélicatesse, mais en même temps, je pense que les gens veulent juste, oui, savoir ou se rassurer, je sais pas. Oui, c'est parfois de la curiosité mal formulée. Mais je crois que c'est juste les mots qui sont parfois mal choisis, tu vois, donc... Après, les réseaux sociaux, c'est quand même vachement compliqué. Tu te sens envie de juger aussi parfois. Et puis là, tu le disais, parfois, toi, tu complexes parce que tu te dis, purée, il y a des gens, ils font plein de trucs. Mais comme tu viens de le dire, ce n'est qu'une partie de leur vie. Ça ne veut pas dire la vérité. Ce n'est pas la vérité. Non. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, j'ai fait un petit coup de gueule aussi comme ça ce week-end. Je sais plus par rapport à quoi. Ouais, mais c'était plus par rapport à l'alimentation où j'étais abonnée à plusieurs comptes. Et qui disaient oh là là, si vous mangez pas bio, c'est mal, si vous mangez de la viande, c'est mal, le bio de supermarché, c'est nul, oh vous êtes nul. Et je disais, mais les gars, détendez-vous quoi, je veux dire, on fait ce qu'on peut, tu vois, petit à petit, mais... Et en fait, parfois Instagram c'est génial parce que tu peux partager, tu peux vraiment, moi j'ai appris plein de trucs sur la sororité, enfin tu vois, sur le féminisme, enfin les indépendants, enfin voilà, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et parfois il y a quand même 2-3 comptes où tu te dis mais alors ceux-là c'est facile, tu deletes et puis tu passes à autre chose. Et puis sur Instagram il y a aussi le culte du corps qui te complexe bien, tu vois. Alors là je me permets d'en parler avec toi parce que tu en as parlé publiquement, mais tu as parlé de ta perte de poids post-grossesse et tu fais le programme Weight Watchers, je sais pas si tu le fais encore, mais en tout cas c'est un truc que mais je le fais toujours par intermittence parce que je crois que je ferai partie de ces gens qui toute leur vie, pas être au régime parce que j'aime pas dire ça, mais devront faire un tout petit peu attention. Et pourquoi tu en as parlé? Parce que c'est un thème qu'on peut garder pour soi, enfin tu vois, c'est un sujet qui peut être complexant et tout, et t'as décidé d'en parler. J'en ai parlé parce qu'en fait, on me connaît, enfin je veux dire, il y a des gens qui me suivent là sur les réseaux sociaux depuis plus de 5 ans, voire 6 ans, tu vois, donc qui me disent « Oh, je me souviens encore quand tu nous as présenté ton barbu, tu vois, où tu nous as dit que vous alliez emménager ensemble. » Et quand je lis des trucs comme ça, je me dis « Oh, il y a des gens qui sont là depuis aussi longtemps, c'est trop mignon !» Et qui m'ont vu, tu vois, prendre du poids, perdre du poids, tomber enceinte, prendre 30 kilos, reperdre 30 kilos, en reprendre 20. Ouais, j'ai fait un peu yo-yo, tu vois, comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, moi, ça me saoulait genre de voir des meufs, mais qui accouchent, et déjà tu vois, elles prennent que dans leur ventre. Et comment font-elles, tu vois ça, et puis après 3 jours, elles se baladent en mini-short, tu vois, genre « Coucou, j'ai encore un petit peu de ventre. » Mais ça va pas ou quoi? On n'est pas comme ça, c'est pas... Enfin, si, t'en as qui ont la chance d'être comme ça, je crois que c'est physique. Oui, t'as un facteur chance aussi sur comment ton corps va réagir. Voilà, tu vois. Il y a des gens qui mangent comme 4 et qui prennent pas 1 gramme. Moi, je regarde un gâteau, je prends 5 kilos, tu vois, c'est comme ça. Et du coup, je voulais partager WW. C'était aussi, il faut le replacer, hein, c'était quand même un partenariat Weight Watchers. Mais j'avais décidé de le faire parce que je trouvais que c'était un truc pas sectaire, tu vois, parce qu'il y a ce côté culte du corps, genre je mange que des protéines, ou je mange que des légumes, ou je mange que mon milkshake, machin. Que mon milkshake, et en fait tu flingues ton corps, mais de base, je le vois parce que j'ai eu une belle-mère qui faisait tout plein de trucs, des régimes, des machins, qui buvait des tisanes chinoises, qui s'est pété un rein, tu vois, elle a dû être transplantée à cause de ce genre de régime-là. Et je me suis dit, non, moi je ne vais pas promouvoir un truc horrible, parce que j'en ai tout le temps, hein, des demandes de produits pour perdre du poids, etc. Et je l'ai juste intégré dans... j'ai de la cuisine, donc je vais faire des recettes saines, et en même temps je vais perdre du poids, et on va voir ce que ça va faire, et ça a bien marché. Oui, parce qu'en cuisine, c'est aussi ton credo. Hein. Les plats que tu proposes, c'est des plats simples, c'est des plats qui vont à l'essentiel, qui rassemblent. Voilà. Enfin, moi, je connais ton blog, j'ai déjà fait tes recettes, j'arrive à les faire alors que je cuisine comme un pied. Donc voilà, écoute. Non, mais voilà, il y a aussi... Finalement, c'est un fil rouge dans ta vie. C'est ça. En fait, c'était vraiment...
Et puis voilà, quand je partage des trucs sur les réseaux sociaux, il y a toujours un sens derrière. Donc je fais pas. Moi, je fais pas des. Je crée pas des trucs pour juste l'argent, tu vois. C'est vraiment. Je le fais parce qu'il y a tout un sens et il y a toute une réflexion derrière. Et clairement, ma cuisine, je pense que c'est une cuisine qui est saine, entre guillemets, parce qu'elle est équilibrée, de saison, rapide pour les mamans, n'est-ce pas, hein, et adaptée pour toutes les familles, quoi. Donc. Elle était rapide avant même que tu sois maman, non? Ouais, parce que j'ai jamais été la nana qui avait beaucoup de patience et qui pouvait rester 8 heures derrière un plat, regarder mijoter des trucs, ça veut dire. C'est comme les yaourts, je l'ai fait une fois parce que je trouvais ça trop cool de faire ces yaourts à la maison. C'est un peu chiant en fait, ouais. 10 heures, ouais. Non, 10 heures. Je l'ai fait une fois. Oui, mais faut pouvoir le dire aussi. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est de la cuisine pour tout le monde. Voilà, et ça, c'est accessible. Qui est dans notre quotidien. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. C'est accessible et c'est pour ça que mon deuxième livre c'était Buzzy. Donc c'était les recettes pour ceux qui n'ont pas le temps. Je crois que c'est vraiment... Tu es la meilleure ambassadrice pour ça, quoi. Avec 2 enfants en bas âge, quoi. Et voilà, en plus, donc voilà. Autre sujet que tu as abordé récemment sur les réseaux sociaux, qui est un petit peu ma bible quand je vais rencontrer les mamans, parce que finalement il y a beaucoup de choses qui sont dites là-bas, qui sont intéressantes. Et d'ailleurs j'ai réagi à cette story parce que moi-même j'ai vécu ça. Donc tu as parlé du papillomavirus, du HPV. Est-ce que tu peux juste me dire ce que tu as envie d'en dire sur ce sujet, parce que c'est un sujet hyper important. En fait, moi j'en avais parlé sur les réseaux sociaux parce que donc on a décelé que j'avais un HPV. C'est ça, hein? Ouais, c'est HPV, ouais, c'est ça. Donc j'avais un truc, moi j'appelle ça le papillon, mais tu vois, voilà. Il était latent, etc. Et puis en un coup, en fait, un jour t'as ton gynéco qui t'appelle en disant écoute Marie, tu dois te faire opérer. C'est suite au frottis qu'on découvre ça, donc que les petites cellules font un peu leur vie, quoi, de façon anarchique. Un petit peu leur vie, et là j'étais passée en grade haut, grade 3, donc un truc assez... il fallait se dépêcher, c'était pas non plus l'urgence extrême, mais il fallait quand même agir vite, sauf que Covid oblige, ça a été reporté 2-3 fois. Et donc voilà, donc on m'a enlevé une partie du col de l'utérus. Et c'est vrai que c'était un peu brutal parce que tu vois, tu reçois un coup de téléphone et puis on te dit t'entends juste les mots cancer. Ouais, parce qu'on te dit que ça peut devenir cancéreux si tu sais pas traiter. Voilà, en fait, c'est si tu n'agis pas, dans 10 ans, tu peux développer le cancer du col de l'utérus. Sauf que forcément, moi, mon cerveau, il bug, j'entends juste cancer, col de l'utérus, enlevé. Voilà, je raccroche, je panique avec Julien. Et en même temps, après, avec le recul, je me fais, tu sais quoi, t'as déjà de la chance, t'as déjà tes 2 enfants. Plutôt que de tomber malade, s'il faut enlever, on enlève. Et puis on enlève plus s'il faut. Et puis voilà, et tu te poses pas plus de questions. Mais par contre, c'est vrai que j'avais été chercher le sujet un petit peu en n'allant pas trop loin sur les sites internet parce que parfois... Tu flippes, t'as l'impression que tu vas mourir de là. Je voulais juste la lecture saine et médicale vraie, tu vois, en gros. Et puis je suis sur un groupe sur Facebook de mamans, ça s'appelle Maman Future Maman. Et j'avais demandé à une copine de poser la question pour moi s'il y avait d'autres mamans qui avaient vécu ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était hyper commun. Donc c'est-à-dire que beaucoup de femmes l'ont vécu, mais qui est super tabou. Et donc que personne n'en parle. Et moi, j'ai flippé toute seule dans mon coin pendant 3 semaines, alors que en fait, c'est un truc genre... T'as quasi une nana sur 5 qui l'a vécu. On est 2 dans la pièce, moi j'ai eu la même chose. Donc, tu vois, et donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'en parler sur les réseaux sociaux en me disant, tu sais quoi, c'est un frottis, c'est une visite chez ton gynéco, t'as une visibilité, une fenêtre où la plupart de ma communauté c'est des nanas. Parle, vas-y, dis-le, il faut sensibiliser les gens parce qu'en fait, c'est en ne faisant rien que c'est là où le cancer se développe. Et je crois que ce jour-là, il y a plus ou moins 300 nanas qui m'ont dit « Ok, je viens de prendre mon rendez-vous chez mon gynéco, merci ». Voilà. Ou alors d'autres qui m'ont dit « Ah bah écoute, j'ai déjà vécu ça aussi, en fait ça va, tout va bien, ça fait pas mal » ou « Ah non, c'est horrible ». Et donc en fait, j'ai échangé un peu sur ce sujet-là. Et je voulais pas trop m'attarder non plus, mais par contre, je vais rediffuser parce que j'ai reçu les résultats et de la biopsie et que tout est cool maintenant. Donc, ouais, c'est un moment très flippant, mais c'est pas si douloureux. Moi, j'ai pas de souvenir. C'est une anesthésie générale. Ouais. Tu rentres, tu ressors. En fait. Ouais, moi aussi. J'avais peur de pas me réveiller. Mais c'est ça, tu vois. En plus, je pars avec les 2 enfants et puis t'es toute seule comme une pauvrette parce que c'est Covid, donc t'es toute seule dans ton hôpital.
Et voilà, mais en fait, nickel quoi. Enfin, C'est une opération qui n'est pas douloureuse en soi. Tu te réveilles, tu perds un peu de sang, je crois, de mémoire, je suis même plus sûre. Ouais, moi j'ai pas eu de bol. Ouais, enfin, et voilà, moi, en même temps, j'étais opérée des ovaires. Enfin, tu vois, j'ai aussi fait un petit combo le jour de mes 30 ans, le jour de mon anniversaire. Ah ouais. Mais bon, voilà, et de nouveau, comme tu dis, c'est prévention. Le truc à faire, c'est vraiment parce que qu'on soit mère ou pas, hein, ça peut arriver à n'importe quand. C'est le frottis chez le gynéco, c'est à ça que ça sert. C'est ton rendez-vous une fois par an. Et malheureusement, en Belgique, c'est pas remboursé. C'est vrai que c'est de l'argent, c'est 50 €, je pense, ton frottis, un truc comme ça. Mais clairement, enfin. Normalement, c'est pas 1 sur 2 qui est remboursé. Ouais, c'est un sur 2. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, voilà. C'est encore des mecs qui ont dû inventer ça. Pardon. Non, mais c'est important. Non, mais si, c'est ralent. On sait bien hein, que c'est ralent. Enfin voilà. Mais bon, je pense que voilà, la prévention, et c'est un rendez-vous par an. Et franchement, pris à temps, et voilà. C'est facile à gérer. Et c'était la raison pour laquelle j'en avais parlé, c'était vraiment juste la prévention, dire je voulais pas apitoyer les gens, d'ailleurs je suis restée assez sur les faits. Ouais, sur les faits, et pas je me suis pas trop attardée parce que après forcément en question derrière tu reçois des questions très genre ok, et alors t'étais à quel stade et pourquoi et Nani, et je non écoutez les gars, ça vous regarde pas, est-ce que t'es fait opérer à quel hôpital, ça vous regarde pas. Ouais, c'est ça devient un petit peu trop personnel. Voilà, donc du coup, mais voilà, je trouvais ça important de faire ce petit rappel, et je trouve que voilà, c'est cette visibilité que j'ai, elle sert aussi à ça, elle sert pas que à parler des trucs cool et des trucs fun et à parler des recettes, mais elle sert aussi à sensibiliser de temps en temps sur certains sujets. Donc là, c'était vraiment un sujet féminité. Ouais. Revenons sur la maternité, juste pour conclure. Est-ce que, quel genre de mère tu pensais être, et est-ce que ce que tu es aujourd'hui correspond à ce que tu avais imaginé? Alors, quel genre de mère? Alors, en fait, c'est drôle parce que j'ai retrouvé il y a pas longtemps une vidéo de moi à 19 ans où je disais que je voulais être maman, genre à 28 ans, que j'aurais une fille, un garçon, que je serais une grande reporter, parce que j'ai fait des études de com, une grande journaliste, et que je voyagerais partout dans le monde. Eh ben non. Des batailles qui s'est passé, ouais. Mais écoute, je crois que je vais pas dire que je suis la maman que je voulais être, mais en tout cas, je crois que je suis la maman que j'aurais bien voulu avoir, tu vois. Donc une maman présente, une maman qui vient chercher à l'école, une maman qui prépare des gâteaux d'anniversaire, qui prépare le déguisement de ses enfants. D'ailleurs, il était trop mignon. Oui, il était trop mignon. Et en plus, ça aussi, voilà, donc tu as fait un crabe maison qui était trop mignon, en carton, j'adore. Pour le spectacle. Voilà, pour le spectacle. Théâtre de Louis. Ouais. Et ça aussi, tu t'es dit que tu te sentais un peu nulle sur les réseaux sociaux. T'as dit qu'il y a eu un complexe par rapport à ça, encore un truc, la pression, quoi. La pression, non, mais ça c'est. Mais après, tu sais quoi, en fait, avec le recul, c'est juste que voilà, ce week-end-là, c'était le week-end un peu de chiottes où j'étais tombée sur le site qui disait ah, c'est nul, le bio, blablabla, enfin bref. Et puis j'arrive à déposer le costume de Louis, puis je vois des trucs mais de dingue. Genre des poissons qui sortent tout droit de l'aquarium de Nemo, tu vois, des perroquets taille 10 ans avec des plumes cousues et tout. Et puis moi, je suis avec mon pauvre carton et mon serre-tête avec des balles de ping-pong, je suis ok. Et en même temps, le regard de Louis quand il a mis son costume pour la première fois, fierté, mais tellement, tu vois, et je sais avec le recul, en fait, c'était ça le plus important, on l'a fait ensemble, on l'a décidé ensemble ce costume, et il était trop fier, et il n'y a que ça qui compte en fait, mais c'était moi qui me suis mis une pression à la con, voilà, et j'étais genre je suis qu'une maman nulle. Alors que pas du tout, mais voilà. Et donc tu es la mère que tu aurais aimé être? En faisant ce costume, en faisant ces gâteaux. Ouais, passer le temps, rien que d'y penser, ça, je suis un peu émue. Même si ma maman est formidable, parce que peut-être qu'elle écoutera ce podcast, elle a vraiment été formidable, et c'est juste que c'était une autre maman, tu vois, et que peut-être que c'est parce qu'elle était comme ça que moi je suis comme ça aujourd'hui. Je sais pas. Donc, en réaction. Mais c'est toujours intéressant aussi, ça interroge nos rapports en devenant mère, nos rapports avec notre propre mère. Voilà. Et en plus, ouais, ma soeur, on a un peu les mêmes mamans. Enfin, elle a encore un level au-dessus. Dans la super maman. Bon, moi, je suis encore un peu genre, je suis indépendante, je fais ma vie de femme, et en même temps, je suis maman, et j'essaie de faire du mieux possible les deux, quoi. Mais d'être là au maximum, présente pour eux, et c'était aussi ça que... c'est important, ouais. C'est vraiment...
Je crois que voilà, si un jour il faut les faire passer, ce sera toujours eux qui passeront avant. Même si de temps en temps je leur dis, bah, écoutez, maman elle aimerait bien un petit peu avoir du temps pour elle, hein, parce que depuis un an c'est un peu rock'n'roll. Mais voilà. Dernière question, une de mes dernières, j'aime bien la poser. Quelles sont les choses que tu ne savais pas et que tu aurais peut-être bien voulu savoir avant de devenir mère? Parce que finalement, on se dit beaucoup de choses entre meufs, mais il y a quand même des sujets vachement tabous qu'on n'aborde jamais. Alors écoute, moi, il n'y a pas de sujet où je me suis dit, ah, tu sais quoi, j'aurais voulu être au courant. Moi, j'ai juste eu beaucoup de mal, et j'ai encore beaucoup de mal avec ça. C'est que je me sens très seule, en fait, dans ma maternité. Dans le sens où, je sais pas pourquoi, je me suis dit que le jour où je deviendrai maman, j'aurai un entourage, tu vois, donc j'aurai des grands-parents qui participeront, qui viendraient chercher les enfants à l'école, qui les garderaient, qui les prendraient en vacances, et en fait, pas du tout. Et ça, je crois que c'est quelque chose... j'étais pas préparée psychologiquement, et j'avais pas du tout envisagé cette possibilité-là, et du coup, ça, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aurais peut-être voulu savoir avant en me disant, ok, tu vois, tu vas être toute seule, mais prépare-toi, tu vois, genre t'es combattante, quoi, tu vois. Et voilà, et puis maintenant, je le deviens, tu vois, on a besoin de personne, tu vois. C'est ce que Ouais, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de la maternité être un village, on te répète beaucoup ça. Et en fait, c'est vrai, quand t'as pas ton village autour de toi, tu dis c'est moi qui ai foiré, ou voilà, c'est quoi? Tu vois, et tu te retrouves, ouais, vraiment toute seule. Mais ça, je pense que c'est la famille, le schéma familial actuel. C'était vraiment... t'as tes enfants, ton mari, toi, enfin bref, la famille. Et parfois, t'as des noyaux qui gravitent autour, mais c'est plus comme avant quand t'as une nana qui accouchait, et puis t'avais la mère qui arrivait, la grand-mère, la tante, tout le monde était là pour faire à manger, préparer les trucs, un peu comme en Afrique, tu vois. Mhm. Moi, je dis ça parce que j'ai grandi en Afrique et que moi, j'ai toujours le souvenir des mamas avec tous les enfants partout, etc. Et pour moi, c'était normal de voir, tu vois, toutes ces femmes ensemble, chose qu'ici, on est en fait dans nos maisons et on est très isolés, on est très seuls. Et en exposant beaucoup sur les réseaux sociaux, on a l'impression de voir beaucoup de monde, alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, avec WhatsApp, Skype, Ouais, etc., bien sûr. t'as l'impression... Moi, c'est quelque chose que j'ai coupé avec les grands-parents, parce qu'en fait, ils se déchargeaient de voir les enfants en se disant, bah, c'est bon, on a fait un WhatsApp, on a fait un FaceTime, on a vu les enfants, mais c'est pas la même chose, quoi. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'aurais voulu un peu plus... un peu plus anticiper. Et est-ce que j'imagine que la situation actuelle, le Covid n'a évidemment rien arrangé, parce que c'est ça aussi, tes enfants sont encore petits, Ouais. donc du coup, ça Ouais, a en fait, empiré un peu le cas. J'ai envie de dire que le fossé s'est encore plus creusé. creusé. Mais en fait, Covid ou pas Covid, nous, niveau rapport familial, ça n'a pas changé grand-chose pour nous, quoi. Donc oui, je vois moins mes parents parce qu'ils sont à risque et que du coup, on se voit un petit peu moins. Mais c'est pas pour autant que mes enfants les auraient vus plus s'il n'y avait pas eu le Covid. Oui, c'est pas les grands-parents où la porte est toujours ouverte, où les enfants vont quand ils veulent. Non, ouais, non, c'est très compliqué à organiser. Après, bon, il y en a encore qui travaillent, etc. Donc voilà, chacun sa vie, chacun son truc, mais ouais, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Bon, voilà, après, Et quelles sont les choses que tu crois qu'il faut arrêter de dire aux mères? Vu que tout le monde a toujours des avis sur tout. Ah ouais, tout le monde a toujours des avis sur tout, sur l'allaitement, sur l'étude, sur comment s'habiller, sur... Moi, je crois surtout, il faut que les mamans arrêtent d'écouter des conseils à tout va. Enfin, il faut surtout, en fait, s'écouter soi-même. Je crois, c'est vraiment... il faut arrêter d'aller prendre des infos partout sur les réseaux sociaux, parce que la vie réelle, c'est pas les réseaux sociaux, vraiment pas. Et puis, ouais. Et puis voilà. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Mais c'est grâce aux réseaux sociaux que je suis ici. Oui, non, mais après, c'est merci. que je diabolise un petit peu, mais non. Non, mais bien, non, les c'est une réalité aussi, c'est de se dire ce qu'on Ouais. vit sur les réseaux sociaux, c'est une sorte c'est une partie de notre vie, c'est une sorte de vie en soi. Exactement, Et c'est puis un il y a petit la vie, microcosme. ouais, c'est ça. Mais merci Marie en tout cas pour toutes ces Merci à confidences. toi. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci beaucoup. À bientôt.